vague de xénophobie en Afrique du Sud. Les attaques contre les étrangers se sont multipliées depuis la fin mars. Les violences avaient débuté dans la ville de Durban, mais se sont rapidement propagées jusque dans les rues de la capitale, Johannesburg. Les cibles, des immigrants étrangers et leurs commerces. Au moins 7 personnes ont été tuées et des milliers ont fui leur maison. Les émeutes sanglantes n'ont pas surpris les Sud-Africains, car dans leur pays, les étrangers sont diabolisés, stigmatisés. Le roi Zulu les a même comparés récemment à des poux et à des tiques. Le gouvernement tente désormais de contenir la situation en déployant des troupes dans les zones de violence. Un effort estimé insuffisant. Les récentes émeutes pourraient en effet constituer une grave menace pour la démocratie post-apartheid. Cette semaine dans Focus, on vous emmène en Afrique du Sud. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus. Mais qu'arrive-t-il donc à l'Afrique du Sud? Ce pays longtemps gangréné par l'apartheid est aujourd'hui en proie à des émeutes xénophobes. Alors on va tenter d'en décrypter les causes ce soir, notamment avec la journaliste Sacha Schwendenwein. Elle est en direct de Johannesburg pour i24 News. Bonsoir Sacha. Merci de m'avoir invité. Alors Sacha, qui ont été les cibles de ces attaques? Est-ce qu'il s'agit d'attaques isolées ou bien d'attaques organisées? Well, I'm actually standing in Alexandra Township, which is Eh bien, je me trouve ici à Alexandra. C'est un township, un quartier réservé aux Sud-Africains noirs, où Emmanuel Setola, l'homme mozambicain, a été poignardé par 4 hommes qui ont été arrêtés et accusés de meurtre. Beaucoup des immigrants qui traversent nos frontières en Afrique du Sud, qu'ils soient légaux ou illégaux, sont souvent ciblés dans des zones où les gens pensent qu'ils prennent les emplois des citoyens sud-africains qui y vivent. La plupart d'entre eux viennent d'autres pays africains. Ils viennent ici pour vivre une vie meilleure. L'Afrique du Sud est considérée comme un pays très développé dans le continent. Dans leur pays, ils n'ont pas grand-chose. Ici, ils peuvent trouver du travail. L'économie sud-africaine est la plus développée d'Afrique, donc il y a de l'emploi ici. Ils sont surtout visés dans ces townships parce qu'ils possèdent ici ce qu'on appelle des spaza shops, des genres de petites épiceries où on vend du coca, des chips, du chocolat. Ils sont souvent en concurrence avec les propriétaires sud-africains de magasins. Donc voilà un peu qui sont ces immigrés menacés par ces attaques xénophobes. Sacha, pour vous, ces émeutes, c'est la conséquence directe des propos tenus par le roi Zulu ou est-ce que la tension raciale a toujours été palpable dans votre pays? Il y a eu plusieurs attaques plus tôt cette année et en 2008 aussi, les attaques étaient bien plus violentes et beaucoup plus de gens sont morts. Depuis, je pense que notre gouvernement en a tiré les leçons. Le roi Zulu, qui est très influent en Afrique du Sud, a parlé à une conférence récemment où il a dit que les clandestins qui sont impliqués dans des activités criminelles devraient être déportés. Et ces propos ont été sortis de leur contexte et ont servi à certaines personnes comme une excuse pour attaquer des étrangers. Le gouvernement sud-africain s'est même excusé auprès du roi en expliquant que ces commentaires ont été pris hors de leur contexte. Après, est-ce que ces propos sont directement liés aux attaques? Les avis sont partagés. Et le gouvernement, de quelle manière agit-il pour lutter contre ce nouveau fléau? The government has actually been very forthcoming in these recent attacks. Le gouvernement essaye de faire beaucoup de choses dans cette nouvelle vague d'attaques. Le président Jacob Zuma a exhorté ses ministres à aller dans les townships, dans les zones où ces attaques ont lieu, pour calmer les résidents, parler aux étrangers, mais aussi aux Sud-Africains, et leur rappeler que nous sommes une nation de paix et non pas un pays qui perpétue des crimes de ce genre. Ce n'est pas ce que l'Afrique du Sud veut être. Vous savez, avec des gens comme Mandela dans notre passé, ce n'est pas vraiment la réputation que l'on veut se forger dans le monde. J'ai moi-même suivi le ministre de l'Intérieur la semaine dernière. Nous sommes allés dans un township comme celui-ci et il a parlé aux immigrants et aux Sud-Africains. Ils expliquent que leurs business sont en concurrence avec ceux des étrangers et que souvent les étrangers proposent des prix plus attractifs qu'eux. Donc ils perdent de la clientèle et cela affecte leur vie. Le président Jacob Zuma a même demandé au ministre du Commerce de se pencher sur la question pour tenter de trouver une manière d'équilibrer ces prix dans les commerces. Dernière question, Sacha, vous habitez à Johannesburg. C'est une ville réputée pour son insécurité urbaine. Vous confirmez?
Eh bien, je peux vous dire que selon les dernières figures de police, le taux de crime a baissé en Afrique du Sud. Ce sont des chiffres qui datent, je pense, d'octobre dernier. Mais cette baisse peut aussi être due au fait que la police ne documente pas autant de crimes. C'est un problème qui existe dans de nombreux pays du tiers-monde. Vous savez, nous sommes encore un pays jeune. Nous avons célébré cette semaine nos 21 ans de liberté. Et la plupart d'entre nous essayent de se souvenir du message de Mandela. Ils essayent de maintenir la paix. Bien sûr, il y a beaucoup de crimes en Afrique du Sud, mais je pense que dans n'importe quel pays au monde, vous allez trouver beaucoup de vigilance. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Europe et j'ai fait des cours d'autodéfense là-bas parce que, en tant que femme, je me sens toujours ciblée dans n'importe quel pays. Je dois vous dire que j'ai déjà été attaquée pas très loin d'ici, dans cette rue. On a essayé de me prendre ma voiture. J'ai été très chanceuse parce que les policiers étaient là en 30 secondes et ils ont écarté le gang de moi. Donc il faut vraiment être vigilant. Et oui, il y a aussi un taux élevé de viols. Je crois même qu'il y en a un toutes les 4 minutes selon les statistiques. C'est un vrai problème qu'il faut régler. Bien sûr, la majorité de ces chiffres viennent de zones rurales avec beaucoup de pauvreté et des gens qui se tournent vers les activités criminelles pour survivre. Sacha Schwendenwein, journaliste sud-africaine, merci pour ces explications. Merci de m'avoir invité. Benjamin Pogrund est né au Cap. Il a débuté sa carrière de journaliste à Johannesburg au Rand Daily Mail. Dans les années 60, c'était le seul journal sud-africain à couvrir les événements dans les townships réservés aux Noirs. Au cours de sa carrière, il a tissé des liens avec les acteurs les plus importants du mouvement anti-apartheid, dont Nelson Mandela, bien sûr, avec qui il est devenu rapidement ami. Aujourd'hui, Benjamin Pogrund habite à Jérusalem et il est avec nous ce soir. Merci d'ailleurs d'être avec nous. Benjamin Pogrund, bonsoir. Bonjour. Alors Benjamin, quels sont les grands événements sud-africains que vous avez couverts pendant votre carrière ? Eh bien, c'est une grande question avec une grande réponse, mais je vais essayer d'y répondre rapidement. J'ai commencé à m'opposer à l'apartheid lorsque j'étais étudiant à l'Université du Cap. Je faisais partie du groupe d'étudiants qui se battaient contre l'apartheid. J'ai ensuite rejoint le journal Rand Daily Mail. J'y étais pendant 26 ans en tant qu'adjoint au rédacteur en chef. Le journal était tellement anti-apartheid qu'après beaucoup de pression du gouvernement, les actionnaires du journal ont décidé de le fermer. Mais à cette époque, j'ai connu tellement de gens incroyables. Nelson Mandela, bien sûr, en faisait partie. Je l'ai connu au tout début lorsqu'il était un jeune leader du mouvement. Moi, j'étais jeune reporter, je le suivais dans ses démarches. Quand il s'est caché de la police, je continuais de le voir secrètement. J'écrivais sur lui. Nous avons gardé le contact lorsqu'il était en prison. Et 20 ans plus tard, j'étais la première personne, à part sa famille, qui était autorisée à le voir en prison. À part cela, mon autre ami proche était Robert Sobukwe, le leader du Congrès panafricain. J'ai été autorisé à lui rendre visite sur Robben Island. Je m'occupais de toutes ses affaires parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Il est devenu un ami très très proche. J'ai même écrit sa biographie. Donc les vies de ces gens ont été mêlées à la mienne, mais à part cela, j'ai suivi le mouvement anti-apartheid depuis le début. Je suis devenu journaliste à la fin des années 50, donc j'étais là tout au long du chemin. J'ai analysé et enquêté sur l'apartheid, j'ai documenté de terribles histoires, mais aussi des histoires merveilleuses sur des gens de tous les côtés de ce mouvement. Benjamin, la recrudescence de xénophobie en Afrique du Sud, c'est une situation qui vous préoccupe ? Oh, absolument. C'était le côté horrifiant de l'Afrique du Sud. Vous savez, cette semaine, l'Afrique du Sud a célébré le 21e anniversaire de la liberté. C'est quelque chose de très beau. Je me rends souvent en Afrique du Sud, j'adore y aller. Je vois les gens marcher dans la rue la tête levée. Ils sont fiers. Et heureusement que l'apartheid a été éliminé. Ça ne pouvait plus continuer. Beaucoup de bonnes choses ont été faites depuis. Le logement, l'eau, les soins médicaux, l'éducation, etc. Mais il y a aussi un côté négatif avec des choses terribles qui se passent en Afrique du Sud. La corruption, le copinage, l'incompétence. Donc il y a une série d'échecs et en ce moment les choses ne sont pas bonnes en Afrique du Sud. Je suis très inquiet de cette situation. Benjamin, la semaine dernière, Israël a refusé d'accorder un visa à un ministre sud-africain. Pour vous, la relation est tendue entre les deux pays ?
Il y a beaucoup de sentiments contre l'Afrique du Sud ici. Ça vient d'un malentendu. Les Noirs en Afrique du Sud associent leur souffrance sous l'apartheid à ce qu'on leur dit qu'il se passe ici. Je rejette la comparaison entre l'apartheid et Israël, mais beaucoup de gens y croient et ils sympathisent avec les Palestiniens. Deuxièmement, il y a aussi une importante et influente communauté musulmane là-bas qui veut promouvoir cette idée qu'il faut boycotter Israël. En ce qui concerne le gouvernement, il est devenu plus sévère car le parti à la tête de l'État est très hostile à Israël et soutient le boycott. Mais officiellement, le gouvernement a de bonnes relations avec Israël. Il y a un échange constant entre les pays. L'Afrique du Sud soutient le droit d'Israël d'exister, mais aussi très critique envers Israël dans le contexte du conflit avec les Palestiniens. Merci Benjamin Pogrund. Je rappelle que vous êtes journaliste et ami de Nelson Mandela. Merci. Merci beaucoup. Allez, l'essentiel de l'actualité sud-africaine, c'est tout de suite en bref et en images. Le gouvernement israélien a refusé un visa d'entrée au ministre sud-africain de l'enseignement supérieur. Celui-ci devait se rendre à une conférence en Cisjordanie à l'occasion de l'ouverture du Centre d'études africaines du 25 au 29 avril. À l'occasion de la journée mondiale du paludisme, l'Afrique du Sud a déclaré qu'elle planifiait d'éliminer complètement la maladie d'ici l'année 2018. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, pour l'année 2014, le paludisme a déjà fait plus de 500 000 morts en Afrique subsaharienne en 2013. Le gouvernement sud-africain a lancé une application mobile pour mettre fin aux attaques contre les étrangers en Afrique du Sud. L'application We Are Africa a pour but de renforcer la campagne contre la xénophobie dans le pays. Le joueur de football sud-africain John Moshoeu est décédé la semaine dernière à l'âge de 49 ans d'un cancer. Moshoeu, considéré comme une légende du sport dans son pays, laisse derrière lui une carrière de 2 décennies et de nombreux fans dévastés. Selon l'agence de voyage européenne GoEuro, le passeport sud-africain est parmi les 51 passeports les plus utiles à posséder pour les voyageurs. L'agence a réalisé le classement en fonction de la facilité d'obtention du passeport, du coût du passeport et de la durée de sa validité. Poursuivre le travail entrepris par Nelson Mandela. Voilà l'objectif que s'est fixé la Fondation Mandela. Elle a été créée en 1999, juste après le retrait du président sud-africain, et elle a à cœur d'améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées en Afrique du Sud. Alors pour en parler, je vais me tourner vers le directeur des archives de cette ONG. Il s'appelle Vern Harris. Bonjour, monsieur Harris. Bonjour, c'est un plaisir. Alors expliquez-nous dans un premier temps, quel est le champ d'action de votre fondation ? Eh bien, nous transmettons l'héritage de Nelson Mandela par du travail de mémoire et de dialogue. C'est une mission qu'il nous a donnée lorsqu'il a quitté le service public. Vous pouvez nous donner quelques exemples ? Eh bien, il pensait que c'était important pour les Sud-Africains de garder la mémoire des choses difficiles qu'ils ont vécues. Il y avait un travail de mémoire ici avant 1994, mais c'était surtout des choses positives, des répétitions d'anciennes histoires. Je pense que vous pouvez voir, avec ce qu'il se passe dans notre pays ces dernières semaines, que nous avons tendance à oublier les choses difficiles de notre histoire. L'une de ces choses est le soutien que nous avions reçu d'autres pays africains, donc c'est un réel échec de la mémoire. Lorsque vous voyez les Sud-Africains attaquer des Africains venus d'autres pays. Les Sud-Africains ont commémoré cette semaine, ou ont célébré plutôt le Freedom Day, le jour de la liberté, pour commémorer quoi au juste ? Freedom Day, c'est l'anniversaire de la première élection démocratique qui a eu lieu le 27 avril 1994. Donc cette année, c'était le 21e Freedom Day. C'est très significatif cette année parce que cela veut dire qu'en termes de notre démocratie, nous sommes adultes, nous ne sommes plus des adolescents. Et donc c'est le moment pour nous d'arrêter de nous comporter comme des adolescents. Pour vous, l'héritage de Nelson Mandela, c'est quoi ? Chacun a une perspective différente sur l'héritage de Mandela. Nous ne voulons pas la définir de façon particulière. Pour nous, son héritage est l'avenir que nous préparons. Donc c'est notre travail à tous de créer une démocratie qui marche pour les gens, qui vivent ici. Et nous pouvons contribuer à d'autres pays aussi. Alors votre fondation, et ce sera ma dernière question, vient de lancer une application qu'elle a baptisée Mandiba's Journey, le voyage de Mandiba. Vous pouvez nous en dire plus ?
Eh bien, une grande partie de notre travail consiste à créer des sources d'informations sur la vie et l'œuvre de Nelson Mandela. Bien sûr, les nouvelles technologies sont omniprésentes et pour atteindre le public plus jeune, il faut savoir utiliser ces technologies. Cette application a pour but d'enrichir l'expérience des Sud-Africains et des visiteurs étrangers lorsqu'ils visitent des sites historiques en Afrique du Sud. Vernet Harris, merci infiniment pour cet éclairage. Avec plaisir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce focus sur l'Afrique du Sud. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivez curieux et restez focus. À la semaine prochaine.